Merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, je vais vous parler de l'allaitement et avant de parler de l'allaitement d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'allaitement d'hier et de ce qu'on disait d'hier, d'il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on se serait vu il y a 15 ans, c'était simple. C'était simple. Le message était dogmatique, donc plus simple à appliquer. C'était initialement, on savait que l'allaitement était contre-indiqué, en tout cas dans les pays industrialisés, parce qu'on sait qu'en l'absence de traitement antirétroviral, l'allaitement d'une femme vivant avec le VIH entraîne un risque de transmission, donc en l'absence de traitement, de 3-4% par mois les 2 premiers mois, à peu près 1 à 2% par mois les 3 mois suivants, et puis 0,5 à 1% par mois ensuite. En fait, le lait devient physiologiquement de moins en moins riche, donc le risque de transmission spontanément diminue par mois, mais bien sûr le risque cumulatif augmente. Et à la suite de ce constat, ça a été très simple dans les pays industrialisés comme dans les pays non industrialisés. Enfin, l'OMS a dit c'est simple, plus d'allaitement pour personne. Et donc il y a eu une période, on est au début des années 2000, où la consigne était, qu'on soit à Kinshasa ou à Londres ou à Paris ou à Marseille, de ne pas allaiter. Puis il y a eu un certain nombre d'événements fondateurs qui ont fait remettre en cause ce dogme. Et l'un de ces événements, c'était une grande épidémie de diarrhée néonatale au Botswana en 2006. En population générale, avec clairement une surmorbidité et une surmortalité chez les enfants nés de mères vivant avec le VIH, d'enfants non infectés, par rapport à la population générale. Leur principale différence, alors on peut discuter de différences socio-économiques par ailleurs, mais leur principale différence était qu'eux n'étaient pas allaités alors que leur mère oui. Et donc c'était gentil, mais dire allaitement artificiel, ça voulait dire avoir les moyens d'avoir accès au allaitement artificiel et aussi vivre dans des conditions d'hygiène qui permettait de reconstituer spontanément du lait artificiel pendant toute la durée de l'allaitement. Donc à partir de ce moment-là, l'OMS a engagé un programme de recherche pour voir comment il était possible, à moindre risque, de laisser ces femmes vivant avec le VIH allaiter. Et l'essai clinique pivot, alors en fait, on n'est pas si vieux que ça, hein, on est en 2010, alors c'est il y a 15 ans, mais enfin entre-temps il s'est effectivement passé beaucoup de temps, qui a évalué différentes stratégies pour permettre à ces femmes d'allaiter avec moins de risques. Donc c'est un essai qui serait impossible à mener maintenant, hein, donc c'est que des enfants qui naissent avec une PCR VIH indétectable, et puis les femmes allaitent, c'est l'époque où les adultes ne prennent pas systématiquement un traitement antirétroviral, donc le bras contrôle, les femmes allaitent sans elles-mêmes prendre de traitement. En rouge, les femmes continuent leur trithérapie pendant toute la durée de l'allaitement, et en bleu, les femmes allaitent sans prendre de traitement et l'enfant prend une PrEP par névirapine chaque jour. Et en fait, cet essai a montré que les deux stratégies sont possibles et il n'y a pas de différence d'efficacité entre les deux stratégies. Les deux diminuent significativement le risque de transmission mère-enfant du VIH, c'est-à-dire qu'à 28 semaines, on a 6% de transmission dans le bras contrôle et puis 3 et 1,8% dans les bras interventionnels. Et donc après, il y a eu cette phase transitoire où l'OMS a dit OK, pour les pays qui n'ont pas les régions qui n'ont pas les moyens d'offrir l'allaitement artificiel à toutes les femmes, vous avez la possibilité d'avoir ces deux stratégies. Vous choisissez dans vos recommandations nationales où les mères continuent de prendre leur traitement et elles allaitent, ou les mères ne prennent pas de traitement et les enfants prennent une PrEP. Et puis après est venue la recommandation des adultes, parce que nous, les pédiatres, à vrai dire, ça faisait très longtemps qu'on disait qu'il fallait que tous les enfants reçoivent un traitement antirétroviral. Donc la recommandation des adultes de prendre un traitement systématique, qu'on soit une femme ou pas une femme, allaitante ou pas allaitante, s'est imposée. Donc la stratégie bleue a fini par tomber. Alors vous avez ici, c'est tout petit, enfin non, c'est un peu plus gros là que là, on va dire, mais néanmoins c'est la synthèse des principales études ou cohortes, toutes menées en Afrique, qui étudient le risque de transmission du VIH par l'allaitement maternel à partir de mères traitées par antirétroviraux. Donc en fait, l'essentiel de ce qu'il y a à voir, c'est ce qui ne va pas. Ce qui ne ressemble pas du tout à notre situation en France, c'est les cases rouges, c'est-à-dire que la troisième colonne, c'est la charge virale maternelle. Dans beaucoup de ces études, on n'a pas de données de charge virale maternelle. Ok, les femmes prennent un traitement, mais on ne sait pas si c'est efficace. On ne sait pas s'il est virologiquement efficace et on ne sait pas si elles le prennent correctement. Deuxième limite, c'est la cinquième colonne, c'est les autres cases rouges, la durée de l'allaitement. Dans un certain nombre de ces études, les femmes continuent à allaiter alors qu'elles ont arrêté leur propre traitement. Donc évidemment, le traitement, ça marche que quand on le prend, c'est comme la PrEP. Donc ces études ont ces limites-là. Néanmoins, dans celles où il n'y a pas de case rouge, c'est-à-dire les lignes où il n'y a aucune case rouge, le taux minimal de transmission mère-enfant du VIH, c'est les cases vertes à l'extrême droite, il est dans ces études de 0,4, 0,5, 0,8%.
en fin d'allaitement, c'est-à-dire entre 6 mois et 72 semaines. Donc c'était extraordinairement efficace, le traitement maternel pour prévenir la transmission de l'allaitement, mais aucune de ces études ne retrouvait 0%. Alors il y a beaucoup de différences en dehors de la surveillance de la charge virale et de la durée de l'allaitement avec la situation française. L'une des principales différences, c'est qu'on est en Afrique, donc on n'a pas accès à un moniteur, on n'a pas le choix de 50 stratégies thérapeutiques possibles, donc potentiellement on a accès, quand on est porteur d'un virus résistant, à des stratégies inefficaces, on n'a pas accès à une charge virale facilement. Et par ailleurs, l'immense majorité de ces femmes, elles instauraient un traitement pour la première fois à l'occasion de cette grossesse. Donc rien à voir avec la situation la plus fréquente chez nous. Enfin, c'est des femmes qui sont traitées depuis la conception, depuis parfois très très longtemps avant la conception. L'argument physiopathologique qui laissait penser qu'on ne pouvait pas forcément extrapoler le message qu'avoir une charge virale indétectable, c'était n'avoir aucun risque de transmission par l'allaitement, il est schématisé ici, c'est une revue de Philippe Van de Peer qui modélise ce qui se passe dans le compartiment sanguin d'une femme allaitante sous traitement, donc elle n'a plus de virus libre. Elle a bien sûr des CD4 avec du virus intégré, elle a des antirétroviraux dans le compartiment sanguin, et puis à droite, ce qui se passe dans la glande mammaire. Dans la glande mammaire, les antirétroviraux passent, mais en fait pas bien, donc on a des concentrations suboptimales d'antirétroviraux, alors il y a un effet de classe en plus, qu'importe. Et puis par ailleurs, évidemment, les lymphocytes avec des CD4 intégrés passent dans le lait, comme les lymphocytes sans VIH intégrés. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où un lymphocyte T passe dans la glande mammaire, il est plus souvent activé physiologiquement, indépendamment du VIH. Et le fait d'avoir des CD4 activés dans la glande mammaire, ça les met dans une situation plus propice à reproduire du virus libre en présence de concentrations suboptimales d'antirétroviraux. Donc ça, c'était l'argument physiopathologique qui était employé pour freiner beaucoup sur l'allaitement maternel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce qu'on fait nous? C'est-à-dire que la femme prend un traitement et l'enfant prend un traitement pendant longtemps. À vrai dire, il y a très peu d'études, là on est toujours en Afrique, qui ont étudié la combinaison des deux. La plus récente, c'est Promise Epi, qui a été publiée en 2024 et qui était relativement... Alors le schéma paraît un peu complexe, mais si on synthétise très rapidement, en fait, les mères avaient des contrôles de charge virale qui étaient faits lors des visites vaccinales des enfants, et l'enfant avait une prophylaxie par l'amivudine qui était prolongée quand la mère avait plus de 1000 copies par minute. Donc un truc à la carte, enfin adapté au contrôle virologique de l'infection maternelle. Et cette étude a montré qu'on avait 0,2%. Alors 0,2 c'est toujours pas 0, mais ceci dit, cette stratégie était extrêmement efficace, encore plus que celle précédente, en tout cas pour prévenir la transmission. Là aussi, on est encore en Afrique. Alors qu'est-ce qu'on sait en dehors de l'Afrique, dans des pays qui ressemblent plus aux nôtres? Alors à vrai dire, à ce jour, il y a essentiellement 2 données de cohorte qui existent, qui sont petites et qui ont plein de limites, néanmoins elles ont le mérite d'exister. Il y a une publication sur 20 femmes suisses qui allaitent. Alors en Suisse, on ne prend pas de prophylaxie de la transmission du VIH chez le nouveau-né, en tout cas quand les femmes allaitent. C'est les femmes qui ont une infection contrôlée depuis Mathusalem, et il n'y a pas de transmission, et il y a une cohorte nord-américaine, alors qui est extrêmement hétérogène, notamment concernant la prophylaxie néonatale, puisque les nouveau-nés suivant le centre où ils sont suivis reçoivent entre 4 et 6 semaines d'AZT à une trithérapie pendant tout l'allaitement. Donc, néanmoins, en tout cas, c'est un premier pas, en tout cas pour montrer que c'est possible, sans forcément avoir d'événements de transmission. Tout ça pour arriver aux recommandations actuelles en France, en tout cas, on va pouvoir discuter un petit peu brièvement sur ce qui se passe ailleurs que la France. Donc pour la première fois en 2024, avec un peu de retard par rapport à certains autres pays développés, la France a introduit le fait... Alors la France n'a pas promu l'allaitement, elle n'a pas dit qu'il fallait allaiter, aucun pays ne mentionne dans ses recommandations qu'il faut allaiter, que la mère allaite, je veux dire. Néanmoins, même les Suisses ne le font pas, ce n'est pas rédigé comme ça, parce qu'aujourd'hui personne ne peut affirmer que le risque est complètement nul. Néanmoins, le risque paraît suffisamment raisonnable pour qu'en cas d'information de la femme ou en cas de souhait de sa part d'allaiter, on l'accompagne dans son souhait d'allaitement. Des conditions optimales pour l'allaitement ont été proposées, c'est-à-dire des mères traitées depuis la conception ou depuis le premier trimestre de la grossesse, qui arrivent à l'accouchement avec 6 mois de contrôle virologique, à moins de 50 copies par millilitre, avec un engagement d'un suivi renforcé qui de fait est un peu plus contraignant que lorsqu'il n'allaitait pas sur le plan virologique, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Et donc, brièvement, il est recommandé pour la mère un suivi mensuel, normalement virologique, pendant la durée de l'allaitement,
une absence de modification du traitement maternel. En gros, c'est pas parce que la mère allaite qu'il faut changer son traitement. On change son traitement si on a envie, mais indépendamment du fait qu'elle n'allaite ou qu'elle n'allaite pas. Et deux points sur lesquels on pourra discuter si vous le souhaitez, et sur lesquels j'ai un regard un peu distancié. Il y a une durée de recommandation qui est d'allaitement de 6 mois maximum, ce qui dans la pratique est quand même compliqué, notamment vis-à-vis des femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Et il est conseillé un allaitement exclusif. Néanmoins, quand on lit bien les recommandations, c'est pour ça que je vous ai tout mis sur la même ligne, il est possible de proposer, dans un certain nombre de situations, des compléments de lait maternisé, avec une diversification alimentaire qu'on retarde. En population générale, on l'a fait à 4 mois, et donc là, qu'on retarde à l'âge de 6 mois. Et pour les nourrissons, la France a introduit, alors c'est pas tout à fait le seul pays, néanmoins c'est une position un peu originale, le fait de poursuivre la PrEP, enfin, qui est à la fois une prophylaxie post et pré-exposition, en tout cas la névirapine du bébé, en général de la névirapine en tout cas, jusqu'à 15 jours après le sevrage, donc potentiellement on est parti pour 6 mois plus 15 jours, voire à vrai dire plus, à l'exception du VIH2 où il n'y a pas de recommandation de prophylaxie chez le bébé puisqu'il est beaucoup moins transmissible. Donc ça, ce sont les recommandations actuelles. Avec un suivi virologique renforcé pour le nourrisson, donc on continue à suivre virologiquement jusqu'à 3 mois post-sevrage, alors que normalement on arrête de le suivre à l'âge de 3 mois sur le plan virologique, donc là on continue plus longtemps. Et bien sûr, quand il y a un rebond virologique confirmé chez la mère, on donne un traitement post-exposition à l'enfant qui est assez similaire à celui qu'on donne spontanément à la naissance. Un mot sur la PrEP de demain. Qu'est-ce qui va... Alors, sur la PrEP de demain, d'abord, un certain nombre de pays ont des modalités très différentes, notamment vis-à-vis du traitement postnatal. En gros, ça va de l'extrême qui est la Suisse, qui pour le coup est le seul pays à ne rien proposer du tout comme prophylaxie après la naissance, ni pendant l'allaitement chez les bébés, à condition que la mère soit à très bas risque de transmission mère-enfant, jusqu'à nous. Donc il y a une grande variabilité, il y a probablement une uniformisation qui se fera. Alors, donc ça c'est l'uniformisation de ce qu'on fait déjà et ce qui va arriver, en tout cas au titre d'essais cliniques, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais il y a plusieurs essais cliniques importants qui se développent sur l'utilisation des anticorps monoclonaux à large spectre dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, donc administré au bébé à l'été pour prévenir la transmission sans que le bébé du coup n'ait de contrainte d'avoir à prendre une fois par jour des antirétroviraux. Donc, il y a plusieurs essais d'anticorps à large spectre dont on sait qu'ils sont bien tolérés, dont toute la difficulté est d'être certain qu'ils sont actifs sur le virus maternel, mais en tout cas des essais qui sont ou en cours ou devraient pas tarder à commencer à la limite près des coupures de financement nord-américains en Afrique australe. Un mot sur ce qui se passe ailleurs, pour information, parce que beaucoup de nos mères, elles viennent d'Afrique subsaharienne. Donc l'OMS actuellement dit pour les femmes vivant avec le VIH, un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, puis diversification, et les mères allaitent 1 an en fait. Simplement, l'enfant reçoit un allaitement avec diversification le 2e semestre. Et il y a une prophylaxie néonatale qui dépend du fait qu'on est à bas ou à haut risque de transmission mère-enfant, mais donc qui est plus long quand on est à haut risque de transmission mère-enfant, mais qui est le gold standard est de prendre de la névirapine pendant 6 semaines. Le HACS, comme la recommandation nord-américaine, ont là aussi introduit dans la recommandation la possibilité d'allaiter, avec des petites différences que je vous ai laissées là, je vais passer vite, des petites différences sur la notion d'allaitement mixte, notamment, et la formulation employée n'est pas tout à fait la même. Et sur la prophylaxie néonatale, les Nord-Américains ont une position très américaine de dire on ne sait pas ce qu'il faut faire, donc choisissez. Donc entre AZT 2 semaines et prophylaxie pendant tout l'allaitement. En l'occurrence, alors on va dire à l'EAX on n'a pas fait beaucoup mieux, puisqu'il fallait des recommandations applicables de l'Ukraine au Royaume-Uni. Donc on a dit que certains pays avaient choisi des prophylaxies très prolongées et la grande majorité des pays en fait des prophylaxies standards. Un petit mot, et je finis par là, pour dire que, comme vous savez, enfin comme une partie d'entre vous savez, ou peut-être tous, il y a actuellement un observatoire qui s'appelle l'ACTAVI, qui est un observatoire qui est promu par l'ANRS de surveillance des enfants allaités nés de mères vivant avec le VIH en France. C'est très simple, il n'y a pas besoin de consentement, et n'importe qui peut signaler en tout cas un cas d'allaitement, qu'on soit pédiatre, obstétricien, infectiologue, n'importe quoi. Il y a donc une information qu'on fait aux mères, mais elles n'ont pas de consentement à signer puisque c'est juste une déclaration de ce qui se passe en vie réelle. Et donc il y a
sur le site de la NRS, enfin on va dire dans Google on le retrouve assez facilement, un document sur lequel on déclare, il y a une plateforme sur laquelle on téléverse, là on déclare la situation d'allaitement dont il y a un certain nombre de questions à faire, à remplir, c'est relativement simple, il y a un questionnaire de suivi et l'intérêt pour nous en tout cas, et je suis neutre parce que c'est pas moi qui coordonne cet observatoire, c'est d'avoir des données sur les pratiques d'allaitement et les conditions dans lesquelles ces mères allaitent, probablement aussi pour permettre d'actualiser nos futures recommandations sur l'allaitement en France et peut-être de les simplifier. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis auprès alors oui, j'ai fini comme ça. Oui, ça c'est ma diapo de conclusion pour dire qu'il y avait un vrai espoir d'allaitement sans risque dans les pays développés. Avec quelles contraintes? Le nôtre est plutôt contraignant par rapport à d'autres pays, mais bon, voilà, je t'ai montré ce qui est recommandé. Il y a des nouvelles stratégies à venir. Il y a l'observatoire Lactavis, celui-là il est en cours et on peut déclarer à tout moment les enfants qui sont actuellement allaités. Et la nouvelle cohorte périnatale française qui remplace l'EPF qui s'appellera Viropreg est en cours de mise en place et va ouvrir au premier trimestre de l'année, y compris à Marseille. Oui, et qui ne va pas juste regarder le VIH. Non, la cohorte Viropreg, elle est étendue, elle suit les grossesses de mères qui vivent avec le VIH, le VHB, le VHC ou une arbovirose. À vrai dire, elle sera étendue après aux femmes vivant avec le VIH atteintes d'infections émergentes, mais la première infection émergente qu'on a incluse, c'est l'ensemble des arboviroses, vu l'actualité en métropole. Et pour le module VIH, bien sûr, l'un des éléments de surveillance va être l'allaitement et transmission pendant l'allaitement, mais absolument. Merci.